je partirais pour introduire évidemment des éléments sur la question du rapport entre l'homme et l'animal, de la question de l'animalisme, c'est-à-dire une idéologie contemporaine. On considère que le point de départ du mouvement animaliste, c'est un livre du philosophe Peter Singer qui a été publié en 1975, La libération animale. Et c'est ce mouvement qui est à la fois politique et philosophique qui débouche sur ce qu'on appelle le véganisme. Et donc on peut partir de là. Qu'est-ce que c'est que le véganisme? Donc c'est un mode de vie qui a une signification à la fois morale, politique et culturelle. C'est un mouvement social et culturel, on va dire, qui consiste non pas simplement dans le végétarisme, mais qui consiste dans le refus de principe, refus systématique de vivre en utilisant les produits et les services issus du monde animal, issus des animaux. Ce qui signifie que non seulement, en effet, on ne mange pas de viande, c'est l'aspect le plus spectaculaire, le plus connu, mais on ne mange pas non plus de produits qui sont issus de la production animale, de l'élevage, mais également on se passe des services des animaux, donc évidemment de l'expérimentation sur les animaux dans les laboratoires, mais également des services qui peuvent apparaître un peu anodins et pas méchants, comme par exemple l'utilisation des chiens d'aveugle. Oui, alors je pars de cette question justement du véganisme pour montrer évidemment qu'en apparence c'est marginal, en apparence c'est ridicule éventuellement, c'est tourné en dérision de manière systématique, mais c'est un mouvement qui monte. Et je vous rappelle qu'aux dernières élections européennes, le parti animaliste a fait quelque chose comme près de 2%, me semble-t-il. En tout cas, ça représente à peu près le parti communiste, quoi, enfin en termes de force électorale aujourd'hui. Et donc c'est pas nul. Et c'est un mouvement donc qui monte en puissance et qui est assez récent en France, mais c'est plus qu'une mode. C'est assez récent en France parce que, si je puis dire, la France résiste. Le mouvement a pour origine les pays anglo-saxons, je vous dirai pourquoi. Parce que la France, c'est le pays de Descartes et de la révolution des droits de l'homme. Donc c'est le pays de l'humanisme. Et les animalistes aujourd'hui parlent du réveil français à propos de cette mode du véganisme qui est en train d'advenir et de monter en puissance. Ce qui est important de comprendre, c'est que derrière ce mouvement vegan, il y a un but politique et qui a une signification morale. Je vais y revenir. On va d'abord, dans une première partie, je vais essayer de caractériser ce mouvement animaliste, et je vais en même temps présenter ces soubassements philosophiques, y compris les querelles internes entre les philosophes qui justifient cet objectif animaliste qui est celui des véganes. Donc le but moral et politique, c'est l'abolition de l'exploitation animale. C'est un objectif révolutionnaire. Révolutionnaire par rapport à un idéal qu'on pourrait tous avoir, probablement, sur lequel je reviendrai dans la deuxième partie quand je présenterai la critique humaniste de l'animalisme et le point de vue humaniste sur la condition animale, qui est l'objectif d'améliorer le bien-être animal. Les animalistes, les partisans de l'éthique animale, distinguent entre le welfarisme, comme ils disent, c'est-à-dire le souci du bien-être animal, et l'abolitionnisme, c'est-à-dire l'objectif d'abolir toute exploitation et donc toute commercialisation, toute utilisation des animaux à quelque fin que ce soit. Alors, pour caractériser ce mouvement, je vais le faire en 4 points, avant d'introduire justement les questions philosophiques. La première chose, pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas de malentendu, la première chose à souligner, c'est le fait qu'il s'agit d'un mouvement moral. C'est un point qui différencie l'animalisme de l'écologie. C'est-à-dire l'écologie revêt des aspects moraux, conduit à redéfinir la morale. On parle des devoirs envers les générations futures, voire les devoirs envers la nature, la question du droit des arbres pour la deep écologie, etc. Mais principalement, et c'est pour ça que c'est quand même un thème plus important sur le plan politique, l'écologie, le souci écologique est un souci politique. Et donc c'est un souci politique, c'est-à-dire c'est le problème de l'épuisement des ressources naturelles, du réchauffement climatique, donc de l'impact de nos activités sur nous-mêmes, sur la condition humaine. L'animalisme, c'est pas ça, c'est un objectif d'abord moral. Il s'agit de traiter l'animal comme on a toujours traité l'être humain,
c'est-à-dire non pas comme un simple moyen, mais comme une fin en soi. Et ça, c'est, d'un point de vue moral, révolutionnaire. Et évidemment, ça s'oppose frontalement à la morale humaniste. Et ça pose la question de savoir si la morale humaniste, qui nous dit la seule fin en soi, le seul être dans le monde qu'on doit considérer comme une fin et non pas simplement comme un moyen, c'est l'homme. La question est de savoir, et qui justifie le fait que les droits de l'homme sont réservés aux hommes, précisément. Ça pose la question de savoir si la morale humaniste et les droits de l'homme sont fondés en raison, sont fondés philosophiquement, sont justifiés par une philosophie humaniste qui pourrait répondre aux objections que lui apporte, à la mise à l'épreuve, en quelque sorte, que lui apporte le développement de la philosophie animaliste. Donc, présenter la philosophie animaliste, c'est d'une certaine manière, en effet, présenter un défi qui se pose à la philosophie humaniste qui doit y répondre, qui doit répondre à tous les arguments, toutes les objections formulées par cette philosophie. Et donc, c'est un premier point, donc c'est un mouvement moral. Deuxième point, cette philosophie animaliste se présente comme une philosophie antispéciste. Donc c'est une morale antispéciste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là que on en vient à la comparaison avec les femmes. C'est que de leur point de vue à eux, je me place pas, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est que de la même façon que les progrès moraux ont conduit à la libération des esclaves et à la critique du racisme, qui consiste à faire une discrimination selon les races, de la même façon que les progrès moraux et politiques ont permis la libération des femmes, et donc de mettre fin au sexisme, à la discrimination morale et politique entre les hommes et les femmes, eh bien de la même façon, aujourd'hui, le temps est venu de mettre un terme à la fin de la discrimination morale, illégitime à leurs yeux, entre l'espèce humaine et les autres espèces. Donc le progrès moral consisterait à mettre un terme, à dépasser l'humanisme, à dépasser le caractère immoral et injuste de l'humanisme en mettant un terme à la discrimination entre les espèces. D'où ce terme de spécisme, qui est l'équivalent du racisme ou du sexisme appliqué à la question animale, et l'idée que l'antispécisme, eh bien, c'est le mouvement de lutte pour le progrès moral, comme l'a été l'antiracisme et l'antisexisme. C'est ça l'idée. Troisième point, l'animalisme est une critique de l'anthropocentrisme. Alors, c'est lié, mais derrière la question de l'anthropocentrisme, il y a des enjeux théoriques plus importants qui portent sur, si je puis dire, l'ontologie. On les a évoqués hier. On a beaucoup parlé de l'anthropocentrisme à juste titre, et le fait que Olivier de Serres se présentait ou présentait le jardinier comme l'auxiliaire de Dieu, avec cette idée que le ménager des champs, il est un peu au-dessus, en quelque sorte, du règne naturel, et qu'il est là pour... il est l'intermédiaire entre la nature et Dieu. Et donc, évidemment, les animalistes mettent en question toute la tradition. Alors, c'est le point commun avec l'écologie. Ils mettent en question toute la tradition chrétienne et humaniste, donc tout l'humanisme depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, évidemment, en tant que cette tradition place l'homme au centre, ou place l'homme au-dessus du monde animal et de la nature, en donnant, dans le christianisme, l'idée que Dieu a confié, en quelque sorte, enfin donné le droit à l'homme d'utiliser ou d'exploiter la nature et les animaux à ses propres fins. Donc il y a cette mise en question de l'anthropocentrisme, mais elle va s'appuyer, alors ce point est important, je fais le lien avec ce qu'a dit Nicolas au début de son intervention, elle va s'appuyer évidemment sur une philosophie de la nature, une philosophie matérialiste, une philosophie naturaliste. Elle va s'appuyer sur les travaux des scientifiques, beaucoup, l'éthologie, qui nous fait découvrir de plus en plus que nombre d'espèces animales ont des points communs avec nous et sont en fait présentent déjà l'embryon des caractéristiques par lesquelles on pourrait définir l'homme, la pensée, le langage, même la morale avec l'empathie, des choses comme ça. Et puis surtout le darwinisme, parce que le darwinisme est un gradualisme. Le Darwin revendiquait, il assumait pleinement, explicitement, un principe de théorie naturaliste qui remonte à Aristote, qui a été explicité par Leibniz déjà avant lui, qui est le principe selon lequel la nature ne fait pas de saut. Et Darwin l'applique, évidemment, c'est la nouveauté, à l'histoire,
C'est-à-dire l'homme n'a pas, les espèces n'ont pas été créées l'une d'un seul coup. Elles sont le produit d'une évolution sur la très longue durée, avec des petits changements, des petites modifications infinitésimales qui finissent par produire les différences qui nous apparaissent. Et ce gradualisme, évidemment, conduit à dire que toutes les espèces, elles ont quelque chose en commun. Comme disait Nicolas, on a tous un patrimoine génétique en commun avec tous les êtres vivants. On appartient à la même famille. Et ça, évidemment, ça s'applique aussi aux performances psychiques. Darwin disait la différence psychique entre les êtres humains et les animaux supérieurs, aussi grande soit-elle, n'est qu'une différence de degré et non de genre. Donc les animalistes s'appuient sur cette idée que la différence entre l'homme et les autres les espèces qui sont les plus proches n'est qu'une différence de degré, et qu'en fait, partout dans la nature, il n'y a que des différences de degré. Il n'y a pas de différence qualitative radicale, si vous voulez, qui permettrait de dire que l'homme est plus proche de Dieu que du singe. Il est effectivement proche de tous les autres animaux. Donc, critique de l'anthropocentrisme, c'est le troisième point. Quatrième point, et là on revient à la distinction avec l'écologie, l'animalisme est un individualisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le problème de l'animalisme, c'est pas de défendre la biodiversité, par exemple. Le thème de la biodiversité, la défense de la biodiversité, c'est un thème écologique. On ne protège pas les abeilles, il ne s'agit pas de protéger les abeilles en tant qu'espèces parce qu'elles servent à polliniser, elles nous sont utiles pour la pollinisation, elles nous sont utiles parce qu'on aime bien manger du miel. Au contraire, il ne faut pas manger du miel parce que ça vient des animaux. C'est une exploitation. Les apiculteurs sont des horribles esclavagistes. Donc qu'est-ce qu'on défend? Qu'est-ce qui est pris en considération? C'est l'individu animal. L'individu comme qui doit être respecté dans son entité d'individu animal, et donc qui doit être considéré comme une fin en soi, au même titre que la personne humaine, et non pas donc l'animal en tant qu'espèce, l'individu noyé dans l'espèce. Donc il y a beaucoup de travaux, on utilise beaucoup les travaux des éthologues aussi, évidemment ça ne marche que sur les animaux les plus évolués, enfin si je puis dire, les plus proches de nous, pour montrer qu'il y a de l'individualité aussi chez l'animal et que toutes les vaches ne se ressemblent pas complètement. Ça, Dominique est d'accord, il a un prénom pour chacune de ses chèvres. Voilà. Et alors le dernier point, pour caractériser l'animalisme, et alors là c'est un malentendu assez fréquent, l'animalisme n'est pas un sentimentalisme, c'est-à-dire il n'est pas fondé sur l'amour des animaux, même s'il l'utilise pour l'exploiter à des fins politiques ou démagogiques, comme toutes les forces politiques, mais l'animalisme est fondé justement sur une philosophie morale, voire une théorie de la justice qui concerne les rapports entre l'homme et l'animal, qui se veut rationaliste, pour le coup, clairement, de manière assumée post-chrétienne, post-métaphysique, donc fondée sur des arguments rationnels, et si bien que c'est l'argument principal de Peter Singer pour justifier l'abolitionnisme, j'y reviendrai, c'est de dire que ce qui compte, c'est pas d'aimer son chat ou d'aimer son chien, ou de protéger les chats et les chiens. Ce qui compte, c'est les millions d'animaux utilisés dans les laboratoires scientifiques, ou les milliards d'animaux utilisés pour l'élevage, pour nourrir les hommes, et auxquels on ne prête pas attention, dont on ne se soucie pas de la souffrance. Et donc, c'est donc par l'abstraction, par le raisonnement, qu'on peut être conduit à se soucier de cette souffrance à laquelle on incline à être indifférent, précisément. Et Singer, dans la préface de son livre, évoque l'une de ses amies qui lui dit « Ah, vous parlez de libération animale, vous parlez des animaux. Super, j'adore les animaux, j'ai des chats et des chiens. » Et Singer remarque qu'en même temps qu'elle parlait de son amour des chats et des chiens, elle mangeait tranquillement un sandwich au jambon. Et évidemment, la philosophie animaliste se soucie du jambon, de la tranche qui est qui est dans le sandwich, davantage que les chats et les chiens, parce qu'on sait très bien qu'a priori, on ne va pas maltraiter ces chats et ces chiens. Alors, j'en viens justement à la question philosophique. Puisqu'il y a une philosophie derrière, quelle est-elle? Quels sont les arguments philosophiques? Comment peut-on fonder en raison, vous voyez, cet objectif moral et politique dont on a pu faire
qui fait un petit peu rire, quoi. Bon, on se dit, bon, c'est un peu extrême, c'est radical, etc. Comment est-ce qu'on peut le justifier? Alors, à dire vrai, il y a une intuition que nous avons tous derrière, évidemment, une intuition morale, comme on dit, qui est la considération pour la souffrance. L'écrivain Michel Houellebecq dit quelque part qu'il ne se sent pas spécialement, enfin la dignité de la personne humaine, dans son style un peu inimitable, il ne se sent pas spécialement digne, il n'éprouve pas vraiment le sentiment de la dignité humaine. En revanche, il se dit qu'il est un être faible qui pourrait être maltraité, brisé, martyrisé, souffrir beaucoup. Et il dit, je pense que si je me sentais maltraité, je me sentirais maltraité plutôt en tant qu'animal, quoi, et non pas tellement spécifiquement en tant que personne humaine. Et donc c'est cette idée que finalement, ce qui est peut-être le plus important ou le plus significatif d'un point de vue moral, c'est plutôt ce qui nous rapproche des animaux, c'est-à-dire la sensibilité, la souffrance, plutôt qu'une dignité morale quelconque, ou une forme, ou une différence par laquelle on apparaîtrait supérieur aux animaux, hein, l'intelligence, le langage, etc. Peter Singer le formule de manière extrêmement simple. Si un être souffre, il ne peut y avoir aucune justification morale pour refuser de prendre en considération cette souffrance. Et l'argument est basique mais fort. Il faut bien le reconnaître. Alors, cette idée, elle vient, enfin, cette considération, ou cette idée que le cœur de la morale, c'est la considération pour la souffrance, elle vient d'une tradition philosophique qui remonte au siècle des Lumières, et donc c'est une philosophie rationaliste qui est contemporaine de l'émergence de l'humanisme philosophique ou de l'épanouissement de l'humanisme philosophique et de la révolution des droits de l'homme. Cette tradition, c'est l'utilitarisme, dans lequel Peter Singer s'inscrit. Où est-ce qu'il ne sait pas? Et donc, je vais vous citer un texte célèbre du fondateur de cette tradition, Jeremy Bentham, qui est un texte qu'on trouve partout, hein, donc je m'excuse de le citer, mais c'est parce que, d'une certaine manière, tout y est déjà. Hein. Donc voici ce qu'il dit. « Il y eut une époque, et j'avoue avec tristesse qu'en bien des lieux, ce temps n'est pas révolu, où la plus grande partie de l'espèce, sous la dénomination d'esclaves, était considérée aux yeux de la loi de la même manière que les animaux des races inférieures sont traités en Angleterre, par exemple. Un jour viendra peut-être où le reste du règne animal obtiendra ces droits que seule la main de la tyrannie a pu lui refuser. Les Français ont déjà découvert que la peau foncée n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours aux caprices d'un persécuteur. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou l'extrémité de l'os sacrum sont des raisons tout aussi insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort. Et quel autre critère devrait-on prendre en considération pour tracer la ligne de démarcation? Serait-ce la faculté de raisonner ou peut-être la faculté du langage? Mais un cheval parvenu à maturité ou un chien est incomparablement plus rationnel et aussi plus sociable qu'un nourrisson d'un jour, d'une semaine ou même d'un mois. Et s'il en était autrement, qu'est-ce que cela changerait? La question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais bien peuvent-ils souffrir? Et donc tout y est. Et Peter Singer, vous voyez, presque 2 siècles après, ne va faire que développer l'argument. C'est-à-dire, le topos, le lieu commun de la comparaison entre la condition que nous faisons aux animaux et l'esclavage, l'idée d'un dépassement des droits de l'homme, qui est en même temps, paradoxalement, un prolongement du mouvement d'émancipation. Les Français ont raison d'avoir aboli l'esclavage, mais nous devons avoir conscience que ça ne suffit pas. Il faut abolir aussi l'exploitation animale. Alors, Bentham ne va pas jusque-là, et je vous dirai pourquoi, mais le critère est là. Hein. Ce qui compte d'un point de vue moral, c'est bien ce que nous avons de semblable aux animaux. Qui est mon semblable? Pour l'animalisme, ce n'est pas l'être pourvu d'une dignité supérieure que serait l'homme, mais c'est l'être souffrant, l'être sensible, tout être sensible. On avait déjà évoqué cette question d'ailleurs l'année dernière à propos de la règle d'or, et on retrouve finalement ce clivage à la fois dans la philosophie mais aussi dans les religions. C'est-à-dire, si la règle d'or, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ou fais pour autrui ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, la question qui se pose, c'est qui est autrui ici, ou qui est le semblable envers lequel j'ai une obligation morale? Est-ce que c'est simplement mon semblable, l'être humain? Ça, c'est l'humanisme. Ou est-ce que c'est l'être sensible?
idée qu'on va retrouver dans le bouddhisme comme dans l'utilitarisme. Alors, vous voyez, par opposition, l'humanisme, on pourrait le résumer en deux formules de Kant, qui est le grand, de même que Bentham est le grand philosophe utilitariste, Kant est le grand philosophe humaniste au XVIIIe siècle. L'homme n'a de devoir qu'envers l'homme. C'est simple, c'est clair. Formule qui sert à définir la morale humaniste. Et la contrepartie du devoir, c'est le droit. Il n'y a qu'un seul et unique droit inné, droit naturel, la liberté. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce qui clive entre l'homme et l'animal. Je reviendrai du point de vue humaniste, je reviendrai tout à l'heure. Donc voilà la tradition dans laquelle s'inscrit Singer. Et alors, il développe toute une série d'implications à partir de cette idée. Alors la première implication, c'est l'idée que l'égalité homme-animal, l'égalité animale, c'est l'égale considération des intérêts. C'est pas le droit qui prime, c'est l'intérêt, ou c'est l'intérêt qui fonde le droit, si on peut dire, du point de vue utilitariste, et l'intérêt, c'est la capacité à souffrir. C'est pas non plus la vie qui est sacrée. La vie n'est pas sacrée pour ni la vie humaine, ni la vie animale pour l'utilitariste. Ce que doit prendre en considération, c'est la souffrance. D'ailleurs, Bentham, donc, qui n'était pas, lui, c'était pas encore l'abolitionnisme, disait, bon, on peut très bien, effectivement, exploiter les animaux, on peut très bien les tuer pour les manger, ce qui importe, c'est de ne pas les faire souffrir. Donc, il était encore dans le welfarisme, c'est-à-dire l'amélioration du bien-être animal, c'est de là que ça part, mais pas encore dans l'abolitionnisme. Si Singer devient abolitionniste, c'est parce qu'il dit que dans les conditions modernes, de l'exploitation industrielle des animaux, si je puis dire, si on veut mettre fin à la souffrance animale, dans les laboratoires scientifiques et dans les fermes industrielles, eh bien, il faut cesser de manger de la viande ou il faut cesser d'utiliser les produits qui viennent de l'animal. Mais ce n'est pas une raison de principe, c'est plutôt une raison pragmatique. C'est-à-dire, si on veut être efficace, si on veut se soucier de la souffrance animale, il faut utiliser ces moyens-là. Et donc, Singer va dire, donc, ce qui compte, c'est l'égale considération des intérêts. C'est un individualisme parce que, comme le dit Bentham, en fait, chacun compte pour un et aucun ne compte pour plus d'un. C'est un des pères fondateurs de la démocratie, Bentham. Tous les intérêts comptent. Il faut prendre tous les intérêts en considération. Donc, tous les êtres souffrants, tous les êtres sensibles doivent être pris en considération. Et en même temps, comme dit Singer, un intérêt est un intérêt, quel que soit l'être dont il est l'intérêt. Donc l'antispécisme se justifie par cette idée que ce qui compte, c'est pas quelle espèce a des intérêts, c'est s'il y a des intérêts ou pas, s'il y a de la souffrance ou pas, s'il y a du plaisir ou pas. Alors c'est un naturalisme, cet utilitarisme, parce que Bentham dit en fait que ce qui nous permet de déterminer la finalité de nos actions, le but de nos actions, que ce soit pour nous-mêmes ou en matière de morale, c'est la nature. La nature nous a donné deux maîtres, dit-il, le plaisir et la souffrance. Et donc c'est ce qui fait qu'on peut se guider. Et la raison ne sert que comme moyen de calculer les actions qui nous permettront de réaliser nos buts, c'est-à-dire ne pas souffrir et éprouver du bonheur. Si on transpose ça sur le plan moral et politique, ça donne l'idéal du plus grand bonheur du plus grand nombre ou de la réduction maximale de la souffrance dans le monde. Et il faut justement produire un raisonnement pour savoir quels sont les moyens qui nous permettront d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire la réduction maximale de la souffrance dans le monde. Et donc le rationalisme utilitariste de Singer conduit à dire, voilà, si on veut arriver à la réduction maximale de la souffrance dans le monde, il faut en passer par le véganisme. Au départ, il disait le végétarisme, maintenant il dit le véganisme. C'est-à-dire qu'il faut en passer par l'abolition de l'exploitation commerciale et l'utilisation des animaux. C'est le seul moyen nécessaire pour arriver à réduire au maximum la quantité de souffrance dans le monde. Donc c'est cohérent. Et alors, simplement, là j'en viens justement au clivage interne au sein du mouvement animaliste, clivage interne qui va permettre de commencer à percevoir les difficultés de l'animalisme et les raisons qu'on a de ne pas adhérer à cette philosophie en dépit de ces arguments qu'on peut trouver plus ou moins bons. Singer
dire en même temps qu'il faut prendre en considération de manière égale les intérêts, qu'il y a une hiérarchie des intérêts. Pourquoi y a-t-il une hiérarchie des intérêts? Parce que tous les animaux ne sont pas pareils. Et est-ce qu'on peut considérer que la souffrance d'une huître, s'il y a une souffrance chez l'huître, est l'équivalente de la souffrance d'un chien ou d'un grand singe? Oui, vous voulez... C'est un des problèmes, c'est comment on mesure la souffrance des animaux, effectivement. Du coup, il y a une question empirique, hein, il faut savoir. Alors, beaucoup d'animalistes résolvent le problème de manière un peu artificielle en disant il faut leur accorder le bénéfice du doute, si on pense que peut-être ils peuvent souffrir. Comment ? Ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Et donc, Singer ne cède pas à cette facilité, et il dit il faut en effet estimer la souffrance, et il dit clairement, c'est pour ça qu'il va être accusé d'être encore spéciste par les plus radicaux des penseurs animalistes, c'est qu'il dit que évidemment la souffrance d'un homme compte davantage que la souffrance de n'importe quel autre animal, parce qu'il est davantage conscient. Donc si par exemple vous êtes conscient d'être mortel, l'idée que vous allez mourir, c'est évidemment un problème pour vous. Et donc il dit effectivement, il n'y a aucune raison de ne pas considérer que le plus important, c'est quand même le bien-être des hommes et d'éviter la souffrance des hommes. Donc ça pourrait juste... C'est pour ça qu'il n'est pas... Son abolitionnisme n'est pas de principe, il est pragmatique, et en fait il oscille entre le welfarisme, l'amélioration du bien-être animal, et l'abolitionnisme. Il est un peu entre les deux. En fait, il est gradualiste, il est réformiste, il n'est pas radical et révolutionnaire. Mais simplement, ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas faire coïncider la ligne de démarcation avec l'humanité, avec une espèce particulière. Et il va dire, il y a par exemple des êtres humains, on en a beaucoup parlé à propos de Vincent Lambert, par exemple, ou les handicapés cérébro-lésés. Lui, il prend l'exemple d'un enfant qui est déficient mental, un nourrisson déficient mental, qui vont éprouver moins de souffrance, si on les tue, qu'un chimpanzé adulte. Et donc, voilà ce qu'il dit au final. Il dit, du moment que nous gardons à l'esprit qu'il nous faut accorder le même respect à la vie des animaux que celui que nous accordons à la vie des êtres humains de niveau intellectuel similaire, nous ne risquons guère de nous tromper. Vous voyez, donc c'est prudent quand même comme formulation, avec l'idée qu'on ne peut pas exclure la souffrance des animaux, mais qu'en même temps, en effet, il faut quand même considérer. Mais vous voyez, la vie n'est pas sacrée, c'est-à-dire que, de toute évidence, aujourd'hui, c'est ce qu'il pense, un animal qui peut espérer, dont on peut espérer à sa place en tout cas, qu'il éprouve du bien-être, du plaisir, eh bien, sa vie a plus d'intérêt, et donc a plus de signification morale que la vie d'un malheureux légume humain, Vincent Lambert, qui, lui, n'a plus rien à espérer de l'avenir. Alors, sauf qu'il nuance, parce qu'il faut prendre en considération tous les intérêts, donc il dit ça peut faire souffrir la famille, si on met... Et donc, il faut prendre en considération tout ça. Donc, vous voyez, c'est d'une certaine manière nuancé. C'est un antispécisme nuancé. C'est ce que vont lui reprocher les plus radicaux. Et les plus radicaux, eux, ils vont développer... Alors, paradoxalement, les plus radicaux sont les plus humanistes, si je puis dire. C'est-à-dire, les plus radicaux sont ceux qui vont appliquer la doctrine des droits de l'homme, si vous voulez, la doctrine de la dignité de la personne humaine, à l'animal. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre, par exemple, la critique que le célèbre théoricien de la justice John Rawls, qui est un kantien humaniste, etc., formule à l'égard de l'utilitarisme. Ils vont dire, voilà, les utilitaristes, ils ne respectent pas véritablement l'individualité, puisqu'ils peuvent faire un calcul qui leur conduit à dire que finalement, on peut sacrifier quelques intérêts pour le bien-être général, pour la réduction maximale de la souffrance ou au contraire l'augmentation maximale du bien-être. On peut sacrifier une vie. On peut justifier l'euthanasie du point de vue de l'utilitarisme. On peut sacrifier des vies au nom de cette idée d'un calcul, en quelque sorte, global, qui intègre tous les intérêts, que le but, c'est d'améliorer au maximum le bien-être ou de diminuer la souffrance. Alors que ce qu'il faut faire, disent les théoriciens des droits des animaux, les partisans de la théorie égalitariste des droits, comme ils se revendiquent. Leur chef de file s'appelle Tom Regan. Il a publié un livre en 1983 qui a été traduit sous l'expression « Les droits des animaux ». Ces partisans de la théorie des droits vont dire non,
il faut considérer l'animal comme sinon comme une personne, du moins comme une subjectivité. Tom Regan parle de son concept, c'est sujet d'une vie, c'est-à-dire en fait le sujet propre de sa vie, le sujet propre de son existence, l'expérience qui compte. Alors, je vous donne une citation, peut-être qui vous fera sentir la nuance avec l'utilitarisme, puisque c'est une critique de l'utilitarisme. Ce qui revêt de la valeur pour un utilitariste, dit Tom Regan, c'est la satisfaction des intérêts de l'individu et non l'individu lui-même, dont ce sont les intérêts. Donc là où les utilitaristes se soucient des intérêts, le partisan de la théorie égalitariste des droits va se soucier de l'individu et donc il va être partisan d'une véritable égalité stricte des droits, par exemple du respect du droit à la vie. Et donc on va définir une liste de droits universels, comme quand on fait une déclaration des droits de l'homme, qui valent également pour tous les individus animaux. Il n'y a plus de hiérarchie des intérêts à faire. Il n'y a plus de hiérarchie à faire entre les espèces. On est dans l'égalité stricte. Donc on utilise le raisonnement de la morale et du droit humaniste, ou de la philosophie du droit humaniste, mais on l'applique à l'animal. Donc on sort de la logique de l'utilitarisme. Donc on a un clivage. Mais c'est justement cet animalisme le plus radical qui emporte aujourd'hui la conviction des animalistes, davantage que le raisonnement de Singer, qui pose le plus de problèmes en réalité. Alors vous voyez que de ce point de vue-là, on ne peut pas être autre chose qu'abolitionniste. Ça veut dire que le mal, ça consiste véritablement à traiter l'individu animal comme un moyen et non pas comme une fin. Alors que les utilitaristes pourraient s'arranger. Dire si on ne fait pas trop souffrir les animaux, bon, le chien d'aveugle, a priori, il n'est pas bien maltraité, donc on peut s'en servir. C'est pas... Là, on est vraiment dans l'abolitionnisme strict. Et à la limite, le terme de libération animale qu'a utilisé Singer ne vaut pas pour Singer, parce que ce n'est pas la liberté qui lui importe à lui. C'est le bien-être et l'atténuation de la souffrance. Alors que pour les théoriciens des droits des animaux au sens strict, c'est bien, si je puis dire, la libération animale qui importe. Libérer l'animal, la condition animale, de l'exploitation que nous en faisons. C'est vraiment ça, c'est une question de principe, pour le coup, de théorie de la justice. C'est la justice dans les rapports entre les hommes et les animaux. Alors, il y a vous voyez qu'il y a 50 nuances d'animalisme, je pose deux courants. Mais vous voyez qu'on peut opposer ces deux pôles parce que d'un côté, on a une morale qui se fonde sur, en quelque sorte, l'animalisation de l'homme. C'est-à-dire que nous sommes tous semblables, nous et les animaux, par la souffrance, c'est-à-dire par la nature sensible. Et de l'autre côté, on va avoir un antispécisme fondé plutôt sur l'humanisation des animaux. On va les définir comme des subjectivités, comme des personnes. Donc on a deux pôles avec une tension entre ces deux pôles, même s'il y a une convergence pratique. Convergence pratique qui est à la fois la théorie abolitionniste et en même temps l'idée de droit des animaux. Par exemple, il y a un auteur célèbre que je n'ai pas évoqué, qui est dans la tradition utilitariste, Henry Salt, qui est le premier à avoir utilisé la formule « les droits des animaux » dans un livre de la fin du XIXe siècle. Mais comme le dit Singer, c'est une façon de parler. Si on dit qu'on a des obligations morales envers les animaux, on va essayer de leur reconnaître des droits légaux. Et d'ailleurs, Singer milite, par exemple, pour que les grands singes aient des droits, parce que pour lui, c'est une conquête. Vous voyez, c'est une conquête contre le spécisme humaniste, de faire reconnaître que les animaux ont des droits. Mais il le dit explicitement, la théorie de l'égalité, de l'égale considération des intérêts n'est pas la théorie de l'égalité des droits. Sur le plan théorique, c'est vraiment deux options différentes et opposées. Alors, pourquoi est-ce que cette théorie plus radicale, en quelque sorte, pose problème? Alors, elle pose de nombreux problèmes. Le premier problème, c'est évidemment la définition de la subjectivité. C'est encore plus compliqué que la souffrance. Alors, vous voyez, ils vont utiliser là aussi les travaux des éthologues, ils vont dire, dès lors qu'il y a des croyances et des préférences, c'est-à-dire ce qu'on appelait auparavant des perceptions et des désirs, il y a une conscience. Ils vont utiliser un terme qui est très populaire, qui est un néologisme. Alors, c'est pas très bon signe en général quand on utilise des néologismes. Le terme de sentience, qui leur permet de lier la sensibilité et la conscience. Vous voyez, ce qui compte, c'est pas tellement la souffrance, c'est en fait qu'on est conscient. Et donc, on a une expérience subjective et individualisée de la souffrance et du bien-être. On va évidemment évoquer les émotions, la communication, etc., pour montrer qu'il y a une personnalité. On va utiliser tous les arguments possibles pour montrer qu'il y a une dimension de subjectivité ou de personnalité chez les animaux. Mais alors, évidemment, il va y avoir des nuances et une oscillation qui est quand même un petit peu problématique. Alors, je vous donne, par exemple...
une formule à laquelle aboutit Tom Reagan. Il dit « Je trace la ligne à partir des mammifères normaux mentalement âgés d'1 an ou plus. » Bon, les mammifères normaux mentalement âgés d'1 an ou plus. Mais d'autres vont s'appuyer, par exemple, sur les travaux certains travaux neuroscientifiques. Il y a la célèbre déclaration de Cambridge en 2012 de 13 neuroscientifiques qui prétendent avoir établi un consensus sur la question animale et qui disent les animaux, voilà ce qu'on trouve dans leur déclaration, les animaux non humains, dont tous les mammifères et les oiseaux, et aussi de nombreuses autres créatures, y compris les poulpes, possèdent les substrats neurologiques qui permettent de dire qu'on a affaire à de la conscience. Et même les insectes, etc. Donc, si on prend comme critère la conscience, on peut aller très loin. Alors, d'un point de vue pratique, la définition du critère de la subjectivité pose un problème aux animalistes, parce que s'ils ont une définition de la subjectivité ou de la personne animale trop forte, ça va exclure beaucoup d'espèces, si vous voulez. Et on va arriver presque à l'homme et ses environs, les grands singes, etc. Et si on a une définition trop minimale, ça va être choquant. Les gens vont dire les moustiques, bon, il faut protéger les moustiques aussi, etc. Et donc, ou les amibes, bon, etc. Et donc, vous voyez, c'est compliqué. Et ça, c'est un problème théorique. Alors, il y a un autre problème théorique qu'on peut évoquer, c'est qu'évidemment, à la différence un argument qui est souvent utilisé contre les animalistes, c'est qu'à la différence des humains, les animaux ne revendiquent pas leurs droits. Bon. Mais bon, donc c'est toujours les hommes qui interprètent, c'est comme pour le droit des arbres, c'est toujours les hommes qui sont obligés d'interpréter. Alors je reviendrai parce que derrière il y a un vrai problème, mais je ne veux pas l'aborder tout de suite. Ce qui est le plus intéressant et plus marrant, c'est les problèmes pratiques. Parce que là, pour le coup, il y a des conséquences pratiques abyssales. Parce que la question c'est, quid après la libération? Que se passe-t-il après la libération? Après la libération des esclaves, on sait ce qui se passe. Les esclaves deviennent des citoyens, nos concitoyens. Il n'y a plus d'esclaves, plus de maîtres, plus d'esclaves. On est tous des égaux. On a tous les mêmes droits. Après la libération des femmes, la femme devient un homme comme un autre. Donc, il n'y a plus à faire de discrimination, de distinction, etc. Mais après la libération des animaux, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est paradoxal parce que s'il faut abolir, au nom de la libération animale, l'esclavage ou l'exploitation des animaux, déjà, il ne faut plus qu'il y ait d'animaux domestiques. Donc, la thèse, c'est la thèse extinctionniste. Il faut euthanasier les animaux domestiques. Pas les individus. Les individus, il faut bien les traiter jusqu'à leur mort, mais il ne faut pas que ça se reproduise. Donc, il ne faut surtout pas... on va faire disparaître donc les chats, les chiens, et puis tous les animaux de la ferme, puisque bon, tout ça, c'est fabriqué par les hommes, donc il faut que ça disparaisse. Les vaches, plus de vaches, etc. Et... Oui, ceux qui existent, mais il faut surtout pas qu'ils se reproduisent, c'est ça l'idée. Donc on va euthanasier non pas les individus, mais les espèces. Non, ce que je veux dire, c'est une façon de parler. On va protéger, on va respecter le droit sacré de la vie de chaque vache, mais on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de vaches pour les générations futures. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc c'est pas la protection de la biodiversité, vous voyez, c'est pas du tout l'idée. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on fait des animaux sauvages? Eux, il faut respecter leur liberté. Et donc, il faut respecter les libertés. Donc, il ne faut plus intervenir, plus de relations avec eux. Il faut espérer qu'il n'y ait pas trop d'ours ou de loups dans les environs, mais il faut, en gros, l'idéal de l'abolitionnisme, c'est le mur de séparation, la séparation complète entre les hommes et les animaux. Plus de relations entre les hommes et les animaux. C'est ça l'idée. Donc, c'est évidemment... alors, autre problème première conséquence pratique, l'abolition de toute relation entre les hommes et les animaux, et donc l'extinction des espèces qui nous environnent. Plus de ménage des champs, si je puis dire, avec les animaux. Mais deuxième conséquence pratique, qui ne se pose pas à l'utilitarisme, c'est quid des relations des animaux entre eux? Il se pose ce genre de questions. C'est-à-dire, Martin Nussbaum, par exemple, qui se pose la question, mais si le tigre mange la gazelle, c'est pas bien. Parce que le droit de la gazelle de vivre, si le droit de vie est de ne pas être torturé, de ne pas être agressé, de ne pas être exploité, c'est comme pour les hommes, entre eux. C'est-à-dire que si chaque individu animal est une fin en soi, il ne faut pas que le tigre mange la gazelle. Et donc, il faut euthanasier aussi les prédateurs.
Donc pas les individus là encore, mais il faut les castrer. C'est la proposition. C'est une proposition. Il faut castrer les prédateurs pour qu'ils se reproduisent plus et qu'ils ne mangent plus et que les lions ne mangent plus les zèbres ou les gazelles. Mais ça paraît fou, mais pour le coup, c'est parfaitement conséquent. Hein, si vous poussez la logique jusqu'au bout, il faut aussi protéger l'animal de l'animal. Alors vous voyez. Attendez, les questions. Attendez. Je reviens sur le concept d'antispécisme. Pour les utilitaristes, pour Singer, l'antispécisme, c'est pas simplement la discrimination entre l'homme et les animaux, c'est la discrimination aussi entre les espèces animales. Par exemple, entre les espèces domestiques dont on se soucie, auxquelles on prête attention, et les animaux de laboratoire ou d'élevage auxquels on ne prête pas attention. Donc il faut considérer à égalité tous les animaux, quel que soit l'usage qu'on en fait, si je puis dire. Pour les théoriciens de l'égalité des droits, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'il faut dénoncer aussi le spécisme des animaux. C'est-à-dire que le tigre est spéciste quand il mange la gazelle sans se soucier des droits de la gazelle. Donc l'antispécisme, c'est la dénonciation aussi du spécisme, si je puis dire, qui caractérise la condition animale. Au nom d'une morale qui est effectivement une morale, un principe moral. Chaque individu animal doit traiter l'autre comme une fin en soi, en quelque sorte, et non comme un simple moyen. Alors, c'est pour ça que un philosophe récent a pu parler de la philosophie devenue folle en prenant comme exemple justement la radicalité de la philosophie animaliste, mais qui est une sorte de folie rationnelle. Ça va jusqu'au bout de la logique. Alors, il y a quand même un point de vue parmi les théoriciens des droits, de l'égalité des droits des animaux. Il y en a un qui c'est un livre très important qui est publié récemment en 2011 d'un philosophe politique très important, Will Kimlicka, et puis sa femme Sue Donaldson, qui s'appelle Zoopolis, et qui quand même se pose cette question-là. Quand même, on ne peut pas pousser la logique jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à mettre un terme à toutes les relations et à nos rapports avec les animaux. C'est même contre-intuitif, hein, l'idée qu'il faut vivre mieux, il faut vivre en communauté avec les animaux. Donc il va concevoir une zoopolitique, et avec l'idée de créer ou de fabriquer une communauté politique humaine-animale, une communauté mixte, homme-animal, dans laquelle on établisse des relations harmonieuses entre les hommes et les animaux, au lieu de couper les ponts et de provoquer l'extinction de certaines espèces. Alors, il distingue pour cela 3 catégories d'animaux, qui correspondent à 3 types de relations. Les animaux domestiques, les chiens et les chats avec lesquels on vit, et on est content d'en faire des compagnons, et c'est très bien. Et il trouve aussi que les chiens d'aveugle, bien sûr, il y a une nuance, parce que si vous utilisez un animal pour un service, si par exemple le meunier pose le sac de farine sur le dos de son âne, il doit quand même respecter la liberté de l'âne. C'est-à-dire que si l'âne s'arrête, il doit considérer qu'il a une préférence pour le repos, et donc il doit s'arrêter lui aussi. Sinon, il ne respecte pas son droit. Mais dans ce cadre-là, de respect mutuel, on peut vivre et cohabiter et coexister pacifiquement et harmonieusement avec les animaux, y compris éventuellement les faire travailler. Après tout, on fait bien travailler les hommes, donc pourquoi on ne ferait pas travailler les animaux? Donc il y a cette première catégorie, les animaux domestiques. Il faut les traiter comme des concitoyens. Voilà, on applique une catégorie politique qui est la citoyenneté. Alors, l'objection, non, pour être citoyen, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir délibérer, il faut pouvoir voter, etc. Je dis pas du tout, ça c'est une conception un peu simpliste de la citoyenneté. Dans la citoyenneté, il y a la citoyenneté active, la citoyenneté passive. Les enfants sont des citoyens, ils votent pas, ils délibèrent pas, etc. Et donc, on peut avoir, en fait, des droits universels, une base de droits universels, et en même temps des droits différenciés. C'est pas incompatible. Et d'ailleurs, Will Kimlicka est un théoricien de la justice un théoricien du multiculturalisme qui considère que sur la base de l'idée de droit universel, on peut très bien avoir un traitement différencié des communautés humaines. Par exemple, c'est un évident partisan du voile, si je puis dire. C'est-à-dire il faut que chaque peuple, chaque communauté puisse avoir ses droits spécifiques, une discrimination positive en quelque sorte, un traitement différencié, des accommodements raisonnables, comme on dit au Canada, c'est un Canadien, pas un hasard. Et donc, de la même façon, on peut concevoir avec les animaux ce traitement différencié sur la base d'une base de droits inviolables, universels. Mais c'est à côté des droits inviolables qui sont finalement des droits négatifs, ne pas tuer, ne pas torturer, etc. Il faut un traitement différencié, des droits différenciés qui permettent
d'établir des relations différenciées avec les différentes catégories d'animaux. Donc, première catégorie, les animaux domestiques. Deuxième catégorie, les animaux sauvages. Bon, les animaux sauvages, ils désirent être libres. Si on regarde leurs préférences, les chiens et les chats, ils dépendent de nous, mais eux, ils préfèrent la liberté. Donc, il faut respecter leur liberté. Et donc, il faut les considérer qu'il y a un concept politique qui permet d'établir des relations avec eux, c'est le concept de souveraineté. Il faut considérer, si vous avez, on peut identifier une société animale, par exemple une fourmilière, eh bien, on va considérer qu'on a affaire à une nation. Et il faut respecter les droits de cette nation comme on respecte les droits des aborigènes en Australie ou des autochtones, etc. Et donc, il faut respecter la souveraineté donc, de chaque collectivité animale sauvage, si je puis dire. Troisième catégorie, c'est un peu la plus problématique, c'est ce qu'il appelle les animaux liminaires. C'est nos voisins, ceux qui habitent nos villes et nos maisons sans y avoir été vraiment invités. Les écureuils, les blattes, les rats, les souris, toutes ces choses-là. Alors il y en a qui sont sympathiques, les moustiques. Bon. Et donc, que faire? Parce qu'on ne peut pas vraiment être dans la séparation, là. On ne peut pas les laisser libres puisqu'ils viennent chez nous. Et en même temps, ce n'est pas des animaux domestiques. On n'a pas vraiment envie qu'ils soient là. Et donc, comment on peut faire si on a des rats ou des souris? Alors moi, ça me concerne parce que je suis un grand tueur de souris. Malheureusement, il y en a beaucoup dans mon milieu. Je confesse. Et donc, que dois-je faire d'un point de vue animaliste? Eh bien, là, la catégorie de politique qu'il faut utiliser, c'est la catégorie... Il faut leur donner le statut de résident. Comme aux immigrés. Et donc, il faut considérer qu'ils sont invités. Alors, que doit-on faire d'eux? Alors là, on voit qu'il y a une petite difficulté, c'est-à-dire qu'il va dire, bon, il faut essayer, dans la mesure du possible, de les reloger. Donc, si vous avez des souris ou des rats chez vous, il faut que vous leur trouviez un nouveau local pour qu'ils puissent... Mais c'est pas toujours possible. Le voisin. C'est pas toujours possible parce que parfois ils sont quand même, il y a une surpopulation. C'est le cas chez moi. Il y a beaucoup trop de souris. Je vous rassure, dans tout l'immeuble, c'est infesté, c'est une horreur. Et donc, vous ne pouvez pas faire autrement. Je suis soulagé d'en exterminer quelques-unes. Alors, ils sont protégés par le statut de migrants, donc ils comparent les immigrés et les souris, mais quand même, à la différence des immigrés, quand il y a une surpopulation, quand il y en a trop, on peut quand même les tuer. Ce qui pose quand même un léger problème du point de vue de la logique de l'égalité des droits. Enfin bon, vous voyez, c'est ce genre de difficultés auxquelles se heurte cet animalisme radical et conséquent. Alors, bon, il me reste combien de temps? Parce que j'ai beaucoup parlé. Je vais donc passer à la critique. Bon, même si on pourrait dire que l'excès... Mais non, mais est-ce que ça suffit pas de se moquer, hein, parce que on a très envie quand même, mais ça suffit pas parce que il y a quand même un vrai raisonnement derrière. Hein, il y a quand même il y a un soubassement théorique, il y a un soubassement philosophique. Donc, comment est-ce qu'on peut critiquer? Alors, on peut... Ce qui m'intéresse, c'est pas la critique justement un peu bêtasse, critique externe, dire voilà ils sont à l'ouest, ils sont un peu fous, etc. C'est la critique interne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser leurs catégories pour les retourner contre eux, si je puis dire, hein, pour voir est-ce qu'il y a un vice de raisonnement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas très logique là-dedans. Alors d'abord, on pourrait leur retourner contre eux les catégories de spécisme et d'anthropocentrisme. Bon, c'est pas forcément facile, mais pour le spécisme, ce qu'on peut dire, c'est que... alors, c'est l'argument du cri de la carotte, c'est que si on met en question l'anthropocentrisme, si on met en question la différence entre l'homme et l'animal, d'un point de vue moral, si on dit qu'il y a une différence de degré, un gradualisme dans toutes les espèces, eh bien, on peut dire aussi que en réalité, comme la nature ne fait pas de saut, il y a aussi un continuum entre le végétal et l'animal. Et donc, il y a un continuum partout, en réalité. Et donc, différence de degré partout. Et donc, ce qu'il dénonce d'un côté, le spécisme qui consiste à exclure les animaux, il le recrée de l'autre. Si je puis dire. Ils excluent les carottes au motif qu'elles ne crient pas. C'est pour ça qu'on parle de l'argument du cri de la carotte. Si vous tapez dans un chien, il va crier. Et le cri de la carotte ne s'entend pas si vous croquez dedans. Bon. Mais... après tout, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'il n'y a pas il y a des gens qui nous disent que les arbres ont une sensibilité, etc. Donc on peut retourner à la limite contre l'argument du spécisme. On peut retourner aussi contre l'argument de l'anthropocentrisme, parce que ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'il cède, en tout cas quand il parle de personne, animal ou de subjectivité, à une forme d'anthropomorphisme. Et l'anthropomorphisme, comme l'animisme l'était,
c'est une forme d'anthropocentrisme en réalité. C'est un anthropocentrisme positif. Au lieu d'exclure, on inclut, mais ça veut dire qu'on ne reconnaît pas la différence, on ne reconnaît pas l'altérité. On va prêter à l'autre, en l'occurrence l'animal, des catégories qui ne valent que pour les hommes. Mais ces critiques ne sont pas décisives. À mes yeux, la critique la plus importante, c'est le fait qu'il y ait fondamentalement, tout ce raisonnement repose sur une autocontradiction. L'autocontradiction, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, à certains égards, que le comble de l'humanisme, c'est justement, mais sauf que c'est un humanisme dévoyé, c'est le comble dans l'anthropocentrisme et l'humanisme, c'est l'animalisme, parce qu'en réalité, il creuse au maximum l'écart entre la morale et la nature. Et en réalité, ils conçoivent, et les plus lucides d'entre eux le savent très bien, et le disent, Tom Reagan dit que l'animal n'est qu'un patient moral, c'est-à-dire qu'on a des obligations envers lui, mais que le seul agent moral, c'est l'homme. Il y a une asymétrie entre l'homme et l'animal. Et cette asymétrie est telle que l'homme en tant qu'agent moral, l'homme en tant que responsable, finalement, du monde animal tout entier, et qui peut aller, donc, dans le cas des animaux sauvages, jusqu'à l'ultralibéralisme, on les laisse vivre comme ils veulent, ou de l'autre côté, jusqu'à une forme de paternalisme totalitaire, quand on veut castrer les prédateurs. Donc, c'est quand même l'idée que nous sommes responsables de tous les animaux et de tous les individus animaux. Donc on creuse le fossé entre l'animal et l'homme. D'un côté, il y a des animaux qui sont totalement irresponsables, et de l'autre côté, il y a un être humain qui est responsable de tout, de toute la nature. Et donc, en fait, l'homme est bien le maître et le seigneur, l'auxiliaire, non pas de Dieu, mais l'auxiliaire de la loi morale, l'auxiliaire du principe moral qu'on a défini. Il est au-dessus du monde animal. Et donc, c'est l'être d'antinature par excellence. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, donc, c'est l'être métaphysique par excellence. C'est-à-dire que quand on leur oppose cet argument très simple, cette objection très simple, mais regardez ce qui se passe dans la nature, le gros poisson mange le petit. Vous parlez de Darwin, mais qu'est-ce que nous dit Darwin? Il nous dit, chez les darwinistes, vous avez une explication de la morale humaine qui dit, tout naturalisme va dire, tout ce qui existe est un produit de la sélection naturelle. Et donc, s'il y a une morale chez les hommes, c'est parce que cette morale est au service, elle favorise justement, on sacrifie les intérêts de l'individu dans la morale pour le bien de l'espèce. Sauf que c'est pour le bien de l'espèce. Alors que si on interdit les apiculteurs et l'exploitation des abeilles, c'est pas pour le bien de l'espèce. Donc la morale animaliste est la plus antinaturelle qui soit. Donc on creuse vraiment le fossé entre la nature et l'être d'antinature, l'être métaphysique par excellence, qu'est l'homme, qu'est l'animal, qu'est l'homme justement, et pas l'animal du tout. Parce que, alors pour résumer justement, il y a une vérité là-dedans, mais une vérité dont ils n'ont pas conscience parce qu'ils sont pas dans l'autoréflexion, justement, suffisamment. Ils sont pas suffisamment cohérents. C'est que, en un sens, ils ont raison. L'humanité est spéciste et anthropocentrique, et elle a raison de l'être. L'humanisme va assumer une forme de spécisme et une forme d'anthropocentrisme. Alors, simplement, il y a le bon spécisme et le mauvais spécisme. Il y a le bon anthropocentrisme et le mauvais anthropocentrisme. Ce qui est vrai dans la thèse, dans l'anthropocentrisme, c'est bien en effet que, contrairement à ce que disait Nicolas tout à l'heure, l'homme est plus proche de Dieu que du singe. L'homme est l'être d'antinature par excellence. C'est pour ça que Kant parlait à propos de la morale de métaphysique des mœurs. La morale est totalement métaphysique. Vous ne pouvez pas la tirer de la connaissance de la nature, vous ne pouvez pas la tirer de la nature. C'est justement totalement contraire à la logique naturelle, qui est la logique de l'égoïsme, en fait, qui est la logique de l'intérêt, soit de l'individu, égoïste de l'individu, soit l'intérêt de l'espèce. Mais la morale définit des critères normatifs qui ne se déduisent pas d'une science ou qui ne se déduisent pas d'une connaissance de la nature. Et donc là, si je puis dire, l'animalisme a raison, mais il n'en a pas conscience. Et donc il ne voit pas que c'est justement cette différence dans le rapport à la morale, cette différence de nature, si je puis dire, entre l'être naturel, purement naturel, englué dans la nature qu'est l'animal, et l'être d'antinature qu'est l'homme,
qui doit être considérée comme une différence qualitative et non pas une différence de degré, c'est cette différence qualitative qui n'est pas une différence de degré, qui est la différence entre l'être métaphysique et celui qui ne l'est pas du tout, qui est totalement englué dans la physique, dans la nature. C'est cette différence-là qui fonde l'humanisme. C'est cette différence-là qui fonde l'idée de dignité de la personne humaine, la différence, en effet, entre les personnes et les choses. Ces deux statuts différents, c'est la différence entre les êtres qui sont des fins en soi, qui peuvent participer au monde moral, et les êtres qui, en effet, sont les moyens dont on peut se servir, parce qu'ils n'ont pas cette dignité qui ne vient pas de l'intelligence, qui vient simplement de cette capacité morale, cette capacité d'agir moralement, et qui n'est rien d'autre que la liberté, parce qu'il n'y a pas de moralité sans responsabilité, et pas de responsabilité sans liberté. Et donc, l'être moral, c'est l'être libre, et le seul être libre, donc le seul être envers lequel on a des devoirs, le seul être qui a des droits, pour l'humanisme, c'est l'homme. C'est le seul être d'antinature. Et d'une certaine manière, l'animalisme confirme le fait que l'homme est le seul être d'antinature, le seul être moral. Songez, c'est un peu le cœur de la philosophie humaniste, que si l'humanité disparaissait, le monde, l'univers et la Terre seraient totalement désertés, et par le sens, on aurait une nature qui ne se connaîtrait pas elle-même. On aurait peut-être Dieu pour les croyants, mais Dieu que personne ne connaîtrait et qui n'intéresserait personne, si je puis dire. Donc on n'aurait aucun sens et on n'aurait aucune morale non plus. On aurait juste le monde décrit par Darwin, qui est le monde de la reproduction absurde de la vie, qui n'a aucune signification morale. Aucun sens et aucune signification morale. Et donc la seule source de sens, la seule source de morale et de droit dans l'univers connu, le monde connu, c'est l'homme. Et c'est la thèse humaniste. Donc, en ce sens, l'humanisme peut assumer l'anthropocentrisme. Il peut l'assumer, mais en un autre sens, on peut critiquer. L'humanisme n'est pas anthropocentriste parce qu'il est justement le contraire de l'anthropocentrisme. Si l'anthropocentrisme, c'est le fait d'être centré sur soi. Et là encore, l'animalisme le montre, c'est-à-dire l'homme, l'humanité, en tant qu'elle est une espèce morale, si je puis dire, est la seule capable de décentration. Elle est la seule capable de se soucier d'autre chose que d'elle-même. Et c'est ce qui fait la moralité, c'est cette capacité de décentration, c'est-à-dire la capacité de ne pas se soucier que de ses seuls intérêts, ou que des seuls intérêts. Justement, la capacité d'échapper à l'anthropocentrisme par la décentration, c'est la capacité d'arrachement aux intérêts ou à l'univers des intérêts qui fondent ou qui définit la moralité. Donc, vous voyez, en un sens, oui, l'humanité est anthropocentriste, en un autre sens, elle ne l'est pas. Il y a une ambivalence du concept que ne voient pas les animalistes. De même qu'il y a une ambivalence du spécisme, puisqu'on pourrait dire, oui, en effet, l'humanité est spéciste, puisqu'elle va considérer qu'on doit exclure tous les êtres qui ne sont pas des êtres moraux, mais en un autre sens, qui nous conduit au cœur de la philosophie humaniste, l'humanisme de la formule l'homme n'a de l'humanisme en apparence spéciste de la formule l'homme n'a de devoir qu'envers l'homme est fondé sur une philosophie qui n'est pas spéciste, parce que ce n'est pas l'humanité en tant qu'espèce biologique qui est l'espèce morale. Alors je dis ça a des conséquences pratiques, parce que j'ai été par exemple très hostile à la réforme de la Constitution ou la réforme de la législation française qui visait à ôter le mot race de la législation ou de la Constitution, pour deux raisons. Une raison purement juridique, parce que quand on dit que la République assure l'égalité entre les citoyens sans distinction de race, c'est la meilleure formule de l'antiracisme qu'on puisse concevoir. Donc si on enlève le mot race, on enlève, si je puis dire, la dramatisation ou de du projet antiraciste de la République. Mais surtout pour une autre raison, c'est que l'argumentation sous-jacente dont on se servait pour justifier la suppression du mot race, c'est une argumentation scientiste. C'est-à-dire qu'on dit que ce qui fait que les hommes ont des droits, c'est le fait qu'ils appartiennent en tant qu'espèce biologique à la même espèce. Mais ça n'a aucune valeur morale. Et là, pour le coup, les animalistes ont raison. C'est du spécisme stupide. C'est-à-dire, c'est l'idée que sous prétexte qu'on appartient à la même espèce en tant qu'être biologique, eh bien, on aurait seul des droits. Ben non. Et l'égalité serait fondée. Non. En réalité, la morale humaniste n'est pas fondée sur la physique, elle n'est pas fondée sur la science, donc elle n'est pas fondée sur l'idée que l'humanité est une espèce biologique. Et de ce point de vue-là, je veux rebondir aussi sur un propos de Nicolas tout à l'heure, qui parlait à propos des humanoïdes. Là, on pourrait parler plutôt des extraterrestres, on va dire, mais ça vaut aussi pour les humanoïdes. C'est une idée que
on sent, enfin, c'est pas dit comme ça, mais enfin, c'est pas loin chez Kant, qui dit que définit l'humanité non pas comme une espèce animale, mais il dit en fait sur Terre, c'est la seule espèce d'être raisonnable fini, c'est-à-dire la seule espèce morale en réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres dans l'univers. Donc imaginons en effet que débarquent des extraterrestres qui a un coefficient, un QI de 300, et qui... Alors... Il va ressortir. En effet, il n'y aurait que deux rapports possibles, deux relations possibles avec eux, la guerre ou la paix. Comme avec n'importe quelle communauté, comme dans les relations entre les humains entre eux, entre les êtres libres entre eux. Ou bien, pour défendre notre liberté, notre souveraineté, on se fait la guerre, ou bien on arrive à créer, parce qu'on est des êtres moraux et responsables, on est capable de créer un cadre législatif, de créer nous-mêmes ce que la nature ne nous donne pas, c'est-à-dire les lois qui vont nous permettre de vivre en harmonie, de constituer un monde commun. Donc la paix par le droit. C'est la philosophie humaniste du droit et de la pacification des relations humaines par la morale et par le droit. Et donc, alors, oui, cet argument des extraterrestres, les animalistes l'utilisent aussi en disant, alors, pour nous conduire à nous mettre à la place des animaux, imaginez qu'une espèce d'extraterrestre qui est douée d'un QI de 300 arrive et ils se disent, bah tiens, ces humains, ils savent faire des choses, on pourrait quand même les exploiter, les utiliser pour les mettre à notre service. Ah bah, vous voyez, vous seriez traités comme vous traitez vous-même les animaux. Sauf que, évidemment, l'argument ne vaut que si on est déjà convaincu, parce que si on est humaniste, on se dit que c'est pas en tant qu'espèce biologique qu'il faut défendre, en tant que c'est notre espèce qu'il faut défendre l'humanité. C'est en tant que c'est une espèce parmi d'autres, et s'il y a une autre espèce capable de se mettre à notre place, eh bien, il y aura une coopération possible avec eux. Hein. On pourra constituer une communauté d'êtres moraux, hein, ce qui n'est pas possible avec l'animal. Alors c'est aussi un problème qui est évoqué dans... Je vous conseille la lecture du roman de Vercors, Les animaux dénaturés, un roman qui a été publié au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et qui est un roman de paléontologie fiction, hein, qui imagine que des explorateurs, enfin des paléontologues, découvrent une espèce d'hominidés inconnue, qui ne soit ni des singes ni des hommes, et par rapport à laquelle ils se demandent comment faut-il les traiter, hein, comme des animaux qu'on peut réduire en esclavage, ou bien comme des êtres humains avec lesquels il faut créer justement une relation fondée sur l'égalité en droit. Et évidemment, l'idée est la même que celle que j'ai formulée, c'est-à-dire parce que l'homme est un être d'antinature, parce que la morale et le droit reposent sur cette capacité d'être métaphysique qu'est l'homme, eh bien, justement, c'est pas le critère biologique qui compte. Hein, ce qui va compter, c'est justement est-ce qu'on reconnaît, hein, dans cette espèce une espèce d'êtres moraux, hein, des êtres qu'on peut traiter comme des personnes. Ce n'est pas le cas des animaux, mais donc dans le roman, la solution, c'est qu'on découvre que cette espèce inconnue eh bien, pratique des rites religieux. On se dit, s'ils pratiquent des rites religieux, c'est qu'ils sont métaphysiques comme nous, et donc on doit les traiter comme des personnes humaines. Vous voyez, ça c'est un roman humaniste, on va dire, hein, qui présente ou qui illustre la philosophie humaniste. Alors, par parenthèse, qu'on a beaucoup critiqué Descartes, hein, je veux dire qu'en un sens, si on laisse de côté la théorie des animaux-machines, l'idée que l'animal ne peut pas souffrir, etc., qui est en effet absurde chez Descartes, mais fondamentalement, Descartes, c'est l'humanisme, hein, et vous avez les deux idées qui sont des idées clés, si je puis dire, qui permettent de dénoncer le mauvais anthropocentrisme et le mauvais spécisme, c'est-à-dire l'idée que le cogito, c'est-à-dire le sujet, est la source exclusive du sens. Et il a raison. L'humanité, c'est la source exclusive du sens, et y compris donc de la morale et du droit. Et d'autre part, vous avez l'idée que ce qui définit la pensée proprement humaine, c'est le doute. Et le doute, c'est la capacité de décentration. C'est la capacité d'aller au-delà de son propre point de vue et de se mettre à la place des autres, précisément. C'est la capacité de questionnement qui fait qu'on est capable de se décentrer. Et donc, ces deux éléments, hein, qu'on trouve chez Descartes, l'exclusivité du sens réservée à la subjectivité humaine et la définition de cette subjectivité par le doute, donc par la capacité critique et la capacité de décentration, ça définit en effet l'humanisme et l'être humain comme être à part dans la nature. Alors, j'ai le temps de faire quelques minutes de conclusion. Bon. Alors, pour conclure
bon, ça, c'est peut-être que je répondrai avec les questions. Est-ce qu'il y a quand même une réponse humaniste à la prise en considération de la condition animale? Oui, mais évidemment, l'humanisme va rester dans le cadre du welfare, ce que les animalistes appellent le welfarisme, c'est-à-dire le projet d'améliorer le bien-être animal. Il ne peut pas aller jusqu'à l'abolitionnisme, puisque ça serait reconnaître justement l'individu animal comme une personne humaine, ce qui est impossible. Autrement dit, la philosophie humaniste ne peut pas dépasser cette ligne, sinon on sort de l'humanisme, qui est, c'est interdit en quelque sorte, qui est qu'on ne peut pas reconnaître des droits aux animaux, et enfin, de droits au sens des droits naturels. On peut leur reconnaître, ils ont des droits dans notre législation, mais on ne peut pas leur reconnaître des droits au sens des ce qu'on appelle les droits universels, les droits naturels de l'homme. D'autre part, on peut concevoir qu'on a des devoirs envers les animaux, mais on ne peut pas les considérer comme des sujets de droit et des êtres porteurs de droits. Et d'autre part, on peut avoir, en effet, concevoir des devoirs envers les animaux, mais avec quand même une limite, c'est qu'on ne peut pas les considérer comme des fins en soi. On ne peut pas dire à propos des animaux qu'il ne faut pas les traiter comme de simples moyens, mais toujours en même temps comme des fins. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'on a le droit de les utiliser. Et donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est prendre en considération leur sensibilité. C'est pour ça que, par exemple, l'amendement de Lavani qui est de 2015, qui reconnaît la sensibilité aux animaux, d'un point de vue humaniste, je ne trouve pas du tout scandaleux, même si c'est contesté par beaucoup de juristes ou de philosophes humanistes. Je ne trouve pas du tout je ne trouve pas contestable parce qu'il justifie rétrospectivement finalement la législation républicaine qui va considérer que certains traitements à l'égard des animaux sont indignes. On va interdire certains spectacles, les combats de coqs ou les choses comme ça, ou bien on peut condamner quelqu'un parce qu'il a torturé son chat publiquement. Enfin, la publicité de la souffrance animale peut être prohibée. Et si on la prohibe, c'est bien qu'on considère qu'on a affaire à un être sensible. Donc c'est pas scandaleux. Évidemment, ça ne signifie pas qu'on reconnaît une personnalité juridique aux animaux. C'est le cran d'arrêt. C'est pour ça qu'il faut savoir jusqu'où on peut aller dans la reconnaissance des droits des animaux. Et évidemment, on ne peut pas passer cette frontière-là. On peut les reconnaître comme des êtres sensibles, on ne peut pas leur accorder la personnalité juridique qui nous condamnerait en quelque sorte à les considérer comme des fins en soi et comme des êtres porteurs de droits absolus, de droits inviolables. C'est évidemment un point essentiel. Alors, bon, je pourrais terminer en disant, parce qu'il y a aussi tout un débat sur la question de savoir si les devoirs envers les animaux sont des devoirs de l'homme envers lui-même ou des devoirs envers l'animal directement. En dépit de Kant, mais je ne veux pas discuter dans le détail, je crois qu'on pourrait admettre cette formulation de Rousseau, qui fait partie, après tout, est un penseur humaniste aussi, qui est souvent utilisée par les animalistes, mais avec une nuance que manifestement ils occultent. Je donne la citation complète pour que vous puissiez vous faire une opinion par vous-même. Donc voilà ce que dit Rousseau. Si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible, qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point maltraité inutilement par l'autre. Donc oui, inutilement, c'est la nuance. C'est-à-dire, oui, il faut reconnaître notre semblable dans l'animal. Est-ce qu'il est semblable, c'est l'être sensible? Oui, bien entendu, le fait qu'on reconnaisse l'animal comme un être sensible nous interdit de le maltraiter, mais il ajoute, c'est une nuance de taille, inutilement, c'est-à-dire lorsque ce n'est pas nécessaire. Ça veut dire qu'on a le droit de les utiliser. Mais on doit, tout en les utilisant, tenir compte du fait que ce sont des êtres souffrants. Super.